France Insoumise, présidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Il y a un an, les tableaux de bord des voitures se couvraient de gilets jaunes. Le mouvement enflait sur les réseaux sociaux contre la hausse des taxes sur le carburant. Les gilets jaunes ont surpris beaucoup de monde. Il y a un an après, je vous pose la question, Manon Aubry, les gilets jaunes ont-ils réussi quelque chose ? Manifestement, ils ont réussi à remettre la question centrale du partage des richesses et du partage du pouvoir au cœur de l'agenda politique, et c'est déjà une chose. Il y a aussi la création de formes de mobilisation sociale nouvelles, difficiles à appréhender, d'ailleurs même pour vous, pour les journalistes. Vous avez passé des mois à chercher des leaders, à essayer de comprendre les formes de mobilisation. Et ce qui est né, je crois, en novembre l'an dernier, ne va pas s'éteindre de sitôt. C'est des formes de mobilisation sociale, une soif de justice sociale qui se transformera d'une manière ou d'une autre et qui, je l'espère, à la fin aboutira à des vraies victoires politiques, parce que un an après, force est de constater quand même que le chemin reste à parcourir, tant en matière de partage du pouvoir, le référendum d'initiative citoyenne, etc., que de partage des richesses, le rétablissement de l'ISF, un impôt plus progressif, etc. Alors vous parlez de politique, vous avez évoqué la politique justement. Le mouvement, en tout cas, n'a pas voulu ou n'a pas su s'intégrer au système politique. On l'a vu notamment leur échec des listes gilets jaunes pendant les européennes. Est-ce que ce mouvement est destiné à rester en marge, comme cela, du système ? Je ne crois pas qu'ils soient en marge parce qu'ils assument que leurs revendications soient politiques. Après, je crois qu'il faut reconnaître de la part des nombreuses personnes qui étaient mobilisées dans les rues, sans faire de généralité, une défiance vis-à-vis du monde politique qu'il faut confronter, qu'il faut analyser, sur laquelle il faut se questionner aussi quand on fait de la politique. Alors, dans mon cas, c'est assez récent, mais je le sens d'autant plus. Avoir moi-même, qui était relativement politisé, la réticence que j'ai eue à m'engager en politique, j'entends cette réticence-là, et je crois que la responsabilité des politiques, c'est d'avoir un peu d'humilité et d'écouter aussi tous ceux qui se mobilisent au quotidien et qui continuent aujourd'hui. Mais pour l'instant, aucun parti n'a réussi à leur parler. À leur parler, faut pas exagérer quand même. Il y a beaucoup de militants de la France Insoumise, de responsables politiques de la France Insoumise ont été présents pendant toutes ces semaines de mobilisation, mais ont aussi été présents avec l'humilité qu'il se doit pour écouter. Moi, j'étais encore il y a 2 semaines à rencontrer des gilets jaunes du fameux rond-point du Canet des Morts, celui qui avait créé cette fameuse grande tour Eiffel en bois, d'ailleurs, qui avait été détruite et qui a été poussée dehors, dont le camp a été détruit il y a à peine quelques semaines. Donc on parle encore de mobilisation extrêmement récente. Et toutes ces personnes-là disent que la solidarité qui est née du mouvement des Gilets jaunes continue aujourd'hui sous d'autres formes, même s'ils ne sont plus présents à ce rond-point, qu'ils ne peuvent plus occuper. Vous avez proposé aux activistes d'Extinction Rébellion de venir occuper le Parlement européen. C'était dans une de vos vidéos sur YouTube. Vous êtes élue républicaine, vous encouragez malgré tout la désobéissance civile. C'est pas contradictoire pour vous ? Non, au contraire, c'est précisément parce que je suis élue que je sais la nécessité de la mobilisation sociale pour obtenir des avancées politiques. Prenons un exemple tout récent qui date à peine d'hier, dont vous avez parlé longuement sur votre antenne, l'histoire de l'amendement sur l'huile de palme. Il y a eu un second vote qui a été fait hier, qui prévoyait, sur un amendement qui prévoyait des exonérations fiscales accordées à la production d'huile de palme, donc dit autrement à Total. Et s'il y a eu un second vote, c'est uniquement dû au tollé suscité du côté des ONG qui se sont mobilisées et qui ont appelé à la mobilisation sociale. Donc, je crois plus que jamais... Mais appeler à la mobilisation, c'est pas de la désobéissance civile. C'est pas forcément la même chose. Alors, et pourquoi on a besoin aujourd'hui de désobéissance ? Vous savez, sur les questions climatiques, il y a eu 10 000 manifestations, 10 000 cris d'alerte des experts des Nations Unies, toute forme de mobilisation. Et je le sais d'autant plus en venant de la société civile et d'une ONG où on avait tout essayé. Et je crois qu'aujourd'hui, la désobéissance civique est une forme de mobilisation qui permet d'interpeller les pouvoirs publics, à défaut des autres formes de mobilisation de fonctionner. Et d'ailleurs, je constate une chose, c'est que la justice a donné raison aux jeunes qui ont retiré les portraits des mairies, les portraits d'Emmanuel Macron, et qui a reconnu d'une certaine manière la raison d'être de cette forme de mobilisation qui est, j'insiste,
non violente et qui n'a pour objectif que d'interpeller les pouvoirs politiques et qui d'ailleurs a joué un rôle dans l'histoire. Ça n'a pas été inventé par Extinction Rebellion et je continuerai à soutenir cette forme de mobilisation, quitte à créer du débat sur le sujet. On va parler des institutions européennes, puisque vous êtes députée européenne. Les eurodéputés ont donné leur feu vert pour que Thierry Breton devienne commissaire européen au marché intérieur, malgré les risques de conflit d'intérêts que vous dénoncez particulièrement à la France insoumise. Malgré tout, Thierry Breton affirme avoir vendu toutes ses actions et démissionné de tous ses mandats. Ça vous suffit pas? Pourquoi? Non, imaginez concrètement quelqu'un qui vient de recevoir plus de 40 millions d'euros d'actions de la part d'une entreprise, qui a été rémunéré par cette entreprise de 3 à 6 millions par an. Est-ce que vous pensez vraiment que cette personne va agir en toute indépendance vis-à-vis de cette entreprise? Et l'entreprise dont on parle, c'est Atos. Elle est assez peu connue du grand public, mais elle joue un rôle majeur dans le portefeuille qui va le prendre. C'est une entreprise qui a, par exemple, le monopole de production de ce qu'on appelle les supercalculateurs, qui sont des ordinateurs surpuissants, pour lesquels, d'ailleurs, cette entreprise Atos a des contrats directs pour plus de 100 millions d'euros avec l'Union européenne. Et au-delà de ces contrats, Atos est très actif dans l'ensemble du portefeuille. Donc ça veut dire que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils promettent, c'est impossible? Alors, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. La première, c'est, vous savez, il existe au niveau européen ce qu'on appelle une période de refroidissement. À l'issue d'un poste de commissaire européen, il y a une période de 2 ans avant laquelle vous pouvez occuper un poste dans le privé. Pourquoi cette période n'existe pas en amont de la prise d'un poste de commissaire? Et la deuxième chose, c'est que j'ai du mal à imaginer que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il n'y a pas une seule personne digne de sa confiance en capacité d'occuper un tel poste à responsabilité. On avait mentionné Michel Barnier, mais il est extrêmement qualifié pour le poste, Monsieur Breton. La question ici, c'est pas une question de qualification, c'est vraiment une question d'éthique. Aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'éthique qui rentre en ligne de compte. Vous préférez quelqu'un de pas qualifié et on va dire de pur, entre guillemets? Mais ça veut dire que vous êtes... je vous pose la question. Ça veut dire que vous êtes prêt à vous asseoir sur les questions d'éthique. Moi, je ne le suis pas, en tout cas. Et là, ici, je ne conteste même pas sa vision de la politique industrielle avec laquelle je peux avoir des désaccords, notamment en vue du rôle qu'il a joué dans la privatisation, etc. Mais vraiment sur des questions purement éthiques. Et vous savez, tout ça, à la fin, ça fait mal à la politique. Parce que c'est une impression de mélange des genres. Vu de loin, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? C'est encore ces gens du privé qui, de toute façon, sont déconnectés de la réalité, qui vont servir des intérêts privés. Et franchement, sur ce coup-là, ils auront raison. Et on va mettre tout le monde dans le même panier. Et je crois que ça fait pas du bien. Et c'est aussi pour ça que nous, on se bat pour mettre des règles éthiques au niveau européen, créer une autorité indépendante d'examen et de contrôle éthique, comme il existe en France, et revoir les règles de telle sorte à éviter ce type de cas-là. Sur les... Pardon. Sur les municipales, vous alliez avec les Verts? C'est une question très large. Vous savez, on essaie d'abord de soutenir des collectifs citoyens et si à la suite peuvent venir... ils peuvent être soutenus par des mouvements politiques, c'est tant mieux. Et par exemple... François Ruffin fait un meeting avec Éric Piolle aujourd'hui. Avec un Vert aujourd'hui. Avec Éric Piolle, qui est le maire de Grenoble et avec qui nous gouvernons la ville. La France Insoumise et Europe Écologie Les Verts sont ensemble pour une liste commune et gouvernent actuellement la ville de Grenoble. Et partout où cela est possible, bien sûr que si ça peut soutenir des dynamiques citoyennes, c'est une bonne chose. Je constate que dans une ville comme Marseille, où un rassemblement citoyen et politique qui fait tout le spectre de la gauche est né... Ça veut dire quoi une dynamique citoyenne? Ça veut dire autour de collectifs citoyens, par exemple à Marseille, notamment autour de collectifs qui sont nés à la suite de l'effondrement du collectif citoyen, ça pourrait être de droite, enfin je veux dire... Bien sûr, mais je vous donne un exemple, il y a énormément de collectifs qui sont nés à Marseille à la suite des conditions de logement et de l'effondrement du bâtiment rue d'Aubagne, et qui sont nés pour dire on n'en peut plus, on existe, ça suffit les logements indignes et insalubres dans la ville de Marseille, et tout ça, c'est ça qui fait vivre au quotidien une ville. Et je constate à Marseille que malheureusement, il y a un mouvement politique qui refuse de rejoindre cette dynamique. Eh bien, c'est Europe Écologie Les Verts. Ils ont voté à peine plus de 50. Et je pense qu'ils vont avoir une responsabilité majeure dans la poursuite potentiellement d'une politique comme celle de Gaudin, qui est terrible pour les Marseillais. Merci beaucoup, Manon Aubry, d'avoir été notre invitée ce matin sur France Info. Restez avec nous, on se retrouve juste après la météo.